comètes sont les vagabondes du système solaire. Certaines se déplacent, décrivant d'hasardeuses orbites elliptiques, passant à toute allure devant les planètes. Telles des kamikazes, elles plongent vers le Soleil et meurent. D'autres ne font que l'effleurer. Jupiter représente un véritable danger pour les comètes. Celle-ci est détournée de son orbite solaire, puis capturée par l'attraction de la planète géante. La comète, fragile mélange de glace et de poussière, s'approche d'elle à moins de 50 000 km. Elle en paie le prix. Jupiter l'a brisée en plus de 20 fragments, mais ce n'est qu'un début. La comète, nommée Shoemaker-Levy 9, va devenir le plus grand spectacle céleste du siècle. En plongeant vers Jupiter, elle bombarde de toutes parts l'épaisse atmosphère de la planète gazeuse. C'était en juillet 1994. Chaque fragment a créé des ondes de choc aussi grosses que la Terre. Voici l'instant de l'impact. Plus bas, à gauche, un panache s'élève à plus de 1000 km de hauteur. La plus célèbre des comètes est celle de Halley. Depuis des siècles, elle rend visite à nos cieux tous les 76 ans environ. Quand il l'aperçoit, en 1301, le peintre italien Giotto en fait son étoile de Bethléem. En 1066, la tapisserie de Bayeux raconte la conquête de l'Angleterre par les Normands. La comète est présente, témoin de l'histoire. Après le dernier passage de la comète de Halley, mais le premier depuis l'ère spatiale, c'est nous qui sommes allés lui rendre visite grâce à une sonde appelée Giotto envoyée par les Européens. Au milieu d'une armada internationale, c'est la mission la plus ambitieuse. Car Giotto doit traverser la coma, c'est-à-dire le nuage qui entoure le noyau. Nous sommes en 1986. Voici les images. Un noyau qui a la forme d'une cacahuète de 16 km sur 9. Vaporisés par la chaleur du soleil, les gaz et les poussières s'échappent de la surface. La lumière éblouissante rend la vision difficile, mais la surface du noyau de Halley que l'on devine est couverte de carbone noir. La coma, nourrie par des jets de gaz, développe une chevelure d'1 million de kilomètres bien plus grande que le Soleil. Ces rochers glacés font partie de la ceinture de Kuiper, un disque de débris rocheux qui se situe au-delà des planètes. C'est de là que vient la comète de Halley, probablement bousculée par un changement dans l'interaction gravitationnelle du Soleil et des étoiles voisines. Halley a eu de la chance. L'attraction solaire l'a fait tourner autour du Soleil au lieu de la faire chuter directement dedans. Mais Halley est maintenant prisonnière d'une orbite qui l'emmène au-delà de Neptune pour revenir vers le Soleil, puis repartir en direction de Neptune, et ainsi de suite. Halley parcourt son orbite en 76 ans. Les comètes qui ont des périodes plus longues arrivent de bien plus loin, comme celle de Hale-Bopp, la plus spectaculaire que l'on ait vue en cette fin de siècle. « 1997, c'est l'année de Hale-Bopp. En gros plan, voici son noyau en rotation avec ses 40 km de large crachant du gaz et des poussières. Ils jaillissent de l'hémisphère chauffé par le Soleil, s'allumant et s'éteignant en fonction de la rotation du noyau. En s'approchant du Soleil, Hale-Bopp perd 1000 tonnes de poussière et d'eau par seconde. Mais dans le froid, aux confins du système solaire, la comète reprend sa forme initiale, sans chevelure, elle redevient inerte.
Dans l'histoire, les hommes ont toujours vu les comètes avec une chevelure, et ils les ont également souvent associées à la mort et à la destruction. Mais avoir peur des comètes n'est pas complètement absurde. Aujourd'hui, elles sont étudiées de très près par les scientifiques. Si Hale-Bopp avait percuté la Terre, nous serions tous morts. Mais ceci est une autre histoire. La sonde spatiale Stardust part à la rencontre de la comète Wild 2. À la manière du papier tue-mouche, ces instruments vont collecter des échantillons pendant que Stardust traversera sa chevelure. Mais à la différence de Giotto, qui n'a fait que nous envoyer des données, Stardust, elle, doit ramener sur Terre sa précieuse récolte. Isolée dans une capsule capable de résister au choc brûlant de la rentrée dans notre atmosphère, voici un précieux colis qui nous vient de loin, bien au-delà des planètes. Récupérés après l'atterrissage de Stardust dans les vastes étendues polaires, les échantillons de Wild 2 seront uniques. C'est la première fois que des scientifiques examineront des particules demeurées intactes depuis la naissance du système solaire. Le nuage d'Oort se situe à un tiers de la distance qui nous sépare de l'étoile la plus proche. C'est lui qui nous envoie ces messagères du passé, les comètes. Alors que pendant des siècles, les marins et les voyageurs sont partis explorer le monde, aujourd'hui, notre planète est cartographiée depuis l'espace. Des satellites en orbite autour de la Terre nous regardent en permanence. Dans un monde qui ne cesse d'évoluer, la technologie donne le ton. Les systèmes de communication sont désormais reliés par satellite pour que l'information circule au même instant, partout dans chaque coin du globe. Les recherches et les observations effectuées par les satellites ont révolutionné notre compréhension du monde. Le satellite Météosat, chargé d'étudier le climat, a été placé à 36 000 km de la Terre. Parcourant son orbite au même rythme que celui de la Terre, il plane au-dessus de l'équateur. Météosat nous montre les différentes variations climatiques de la planète. L'air chaud, s'élevant au niveau de l'équateur, se déplace au nord comme au sud. Des nuages lourds balayent les latitudes tempérées. Sur la côte est des États-Unis, un ouragan. Sur la gauche, au Texas, les tempêtes provoquent des tornades. Les satellites météo voient tout. Les météorologues simplifient les données complexes qui leur parviennent pour la presse et la télévision. Lorsqu'un ouragan approche, les prévisions météo nous permettent de nous protéger. Vu du satellite, cet ouragan qui sévit dans les Caraïbes semble calme. En bas, c'est une autre histoire. Des vents de plus de 300 km/h balayent tout sur leur passage, laissant derrière eux le chaos, la mort et le désespoir. Au Bangladesh, les conséquences d'un cyclone. On ne peut pas arrêter un cyclone, mais on peut contrôler les inondations qu'il provoque. Grâce aux images satellites, les ingénieurs localisent les meilleurs emplacements pour les barrages et les digues. Ils sauveront ainsi de nombreuses terres et des vies humaines. Décollage pour Topex Poseidon. De son orbite, ce satellite scrute méthodiquement la Terre. Il est programmé pour observer les océans. Il mesure les changements du niveau de la mer avec une précision de 4,3 cm. C'est ce qu'on appelle la détection à distance. Topex Poseidon nous offre une base de données extrêmement riche. En un mois, il nous en apprend plus sur la mer qu'un siècle de navigation.
Ce sont les océans qui sont à l'origine du temps. Sur seulement 3 mètres de profondeur, ils stockent le même volume de chaleur que l'atmosphère tout entière. Le va-et-vient de cette chaleur entre l'océan et l'atmosphère aide à comprendre les variations du climat. Ainsi, en contrôlant les courants et la température, nous pouvons prévoir le temps. On connaît la température de l'océan grâce au changement du niveau de la mer. S'il fait chaud, le niveau de la mer monte. S'il fait froid, il descend. Dans le Pacifique, le trajet qu'emprunte le courant El Niño est connu grâce aux satellites. Quand El Niño frappe, les alizés retombent. Des courants d'eau chaude, ici en rouge, vont vers l'est au lieu d'aller vers l'ouest. El Niño déferle vers l'Amérique du Sud et apporte avec lui la pluie, tandis que de l'autre côté du Pacifique, l'Australie et l'Indonésie sont vouées aux eaux froides et à la sécheresse. La navigation bénéficie aussi de ce déploiement de satellites. Grâce aux informations qu'ils envoient, les navires peuvent éviter les bancs de brouillard et échapper à une mer déchaînée. Les satellites de navigation couvrent le monde entier. Il suffit que les bateaux puissent déterminer la position de 3 de ces satellites pour que ces mêmes bateaux puissent se positionner à 10 mètres près. Et pour les navigateurs qui veulent se frayer un chemin à travers la glace, les satellites sont leurs meilleurs alliés pour leur indiquer quel chemin prendre. Si le Titanic avait navigué à l'ère du satellite, il aurait pu éviter l'iceberg qui causa sa perte. « 1991, éruption du mont Pinatubo. Les satellites mesurent les jets de lave. Les températures chutent de 1 degré au moment où la poussière volcanique se répand sur la Terre. La pollution liée à la production industrielle, qui elle aussi affecte le climat, est surveillée depuis l'espace. Ce satellite analyse les gaz de l'atmosphère, et plus spécialement la couche d'ozone. C'est elle qui nous protège des dangereuses radiations du soleil, les ultraviolets. Depuis 1990, la couche d'ozone a diminué. Les émissions de gaz chimiques en sont peut-être la cause. Au-dessus du pôle sud, le satellite révèle un important trou dans la couche d'ozone. Et il ne cesse de grandir. La Terre risque de se réchauffer. La glace polaire fond peu à peu. Les scientifiques ne sont pas d'accord sur le pourquoi, mais les satellites continuent leur surveillance. Est-ce un réchauffement naturel de notre Terre ou est-ce l'homme qui en est la cause? Quoi qu'il en soit, une légère montée du niveau de la mer suffirait à inonder une bonne partie du nord-ouest de l'Europe. Un pétrolier en difficulté. Lors d'une catastrophe pétrolière, les conséquences sur l'environnement sont épouvantables. Les images satellites participent au nettoyage des océans. Elles indiquent la taille de la nappe de pétrole et la direction qu'elle prend. Les satellites permettent aussi d'identifier ceux qui déversent leur pétrole dans la mer. Depuis la navette spatiale, on voit le pétrole qui brûle remonter. Voici ce que la guerre du Golfe a coûté à l'environnement. Le Koweït avant la guerre et après sur les photos satellites. En Amazonie, c'est tout l'écosystème qui est menacé. La forêt tropicale est en train de disparaître, et c'est là que réside la moitié des espèces sur la Terre. La navette spatiale voit le nombre d'arbres abattus et les feux de forêt criminels. Nous sommes en train de détruire la forêt qui nous fournit plus d'un quart de notre oxygène. Avec les images satellites, plus personne aujourd'hui ne peut nier l'évidence. La navette ne fait qu'observer. Ce satellite, lui, travaille pour une meilleure utilisation des terres. Il s'appelle Spot. C'est un œil robotisé observant nos villes en permanence. Spot offre aux planificateurs une perspective nouvelle sur le développement rural et urbain. Depuis son orbite, il photographie en plusieurs endroits un site possible de développement. En combinant les images entre elles, il donne une image en 3 dimensions.
Avec l'aide des ordinateurs, vous obtenez la position idéale d'un nouveau réservoir. En ajoutant un radar à ces yeux de l'espace, on peut alors pénétrer la poussière volcanique. Ici, aux Philippines, en 1991, le radar nous montre la lave noire du mont Pinatubo. Et sous le désert du Sahara, le radar découvre d'anciens lits de rivières. Comme ces champs, ici en fausse couleur, nous le prouvent, l'agriculture elle aussi se sert des satellites. Récolte après récolte, saison après saison, voici le compte-rendu d'une ferme depuis l'espace. Ce sont aussi les contrôles de santé. Les satellites alertent les cultivateurs en cas d'invasion d'insectes ou de mildiou. Les taches noires signalent une difficulté. Il est nécessaire de combattre le mal ou le virus. Comme une armée en marche, les sauterelles avancent, dévorant tout sur leur passage. Mais l'aide n'est pas loin. Elles déposent leurs œufs dans le sol humide. Depuis le satellite, on le voit apparaître en jaune. Déjà, les avions épandeurs sont opérationnels. Les satellites, les vigiles de notre planète. C'est un Russe qui le premier réalisa une sortie dans l'espace. Mais voici le premier Américain. Nous sommes en 1965 et un rêve devient réalité. Tout commence il y a longtemps en Chine avec l'invention des premières fusées. Après plusieurs échecs, le physicien Robert Goddard fait un énorme pas en avant. En 1926, il lance une fusée à carburant liquide, un prototype pour l'espace. Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands fabriquent de puissantes fusées militaires. L'inventeur de ces fusées, Wernher von Braun, rejoint l'Amérique. Mais les Soviétiques sont les premiers à être présents dans l'espace. Sputnik, un satellite artificiel placé sur orbite. Nous sommes en octobre 1957. Un mois plus tard, un chien soviétique est envoyé dans l'espace. L'Amérique répond, et c'est le fiasco. Cependant, en 1961, premier succès avec le chimpanzé Ham. Il fait un aller-retour dans l'espace. Son rythme cardiaque monte en flèche, mais finit par se stabiliser. Ham revient sain et sauf, contrairement aux chiens soviétiques. Pendant ce temps, les Russes se préparent secrètement au grand saut. L'ex-pilote d'essai, Youri Gagarin, semble très détendu. Le 12 avril 1961, Gagarin entre dans l'histoire. Sa fusée, un missile balistique modifié. Le premier cosmonaute russe est sur orbite. Et c'est un héros qui revient. Rien ne peut les arrêter. L'ouvrière Valentina Tereshkova devient la première femme cosmonaute. Alexei Leonov est le premier à sortir à l'extérieur de la navette et à marcher dans l'espace. Le président américain Kennedy relève le défi. Nous atteindrons notre but avant la fin de cette décennie. Poser un homme sur la Lune et le ramener sain et sauf sur Terre. Phase 1, le projet Mercury. 7 astronautes, dont John Glenn. Al Shepard est le premier à prendre le départ dans une capsule Mercury pour un saut suborbital. Mais c'est John Glenn qui est le premier à sortir dans l'espace à bord de Friendship 7.
Roger, 0G, and I feel fine. 10 mois seulement après Gagarine, Glenn est en orbite autour de la Terre. La mission se passe bien, Glenn se détend. Il s'offre même une petite pause déjeuner. Il fait 3 fois le tour de la Terre. Soudain, une alerte. Le bouclier thermique est perdu. L'appareil pourrait prendre feu en rentrant dans l'atmosphère. Le voyage devient périlleux. Mais Glenn s'en sort. Phase 2, programme Lune. Le projet Gemini. 1965. Ed White est le premier Américain à faire un tour dans l'espace. En orbite autour de la Terre, les astronautes s'entraînent à atteindre l'orbite lunaire. Ils regardent la Lune. Le rêve prend vie. Le vaisseau Gemini 2, premier rendez-vous dans l'espace. Premier arrimage entre Gemini et une fusée. Puis Gemini commence à tomber en vrille. Mais les astronautes reprennent le contrôle. Ils reviennent sur Terre sains et saufs. Phase 3, Apollo. C'est un désastre. Sur la rampe de lancement, 3 astronautes périssent brûlés dans leur capsule. Saturne, la grande fusée construite par von Braun, sert de propulseur à Apollo. 1968, Apollo 8 fait une boucle tout autour de la Lune. La joie succède enfin aux larmes. Début 1969, une combinaison spatiale est testée, ainsi que le module d'alunissage et le véhicule télécommandé d'Apollo 9. Apollo 11. Neil Armstrong et Buzz Aldrin seront les élus. Ils sont sur le point de se poser sur la Lune. Michael Collins, lui, reste dans le module de commande alors que l'atterrisseur Eagle commence sa descente. Armstrong a étudié les cartes. Il connaît chaque cratère, chaque rocher. C'est vital, car il n'a que quelques secondes d'autonomie de carburant pour repérer un site d'atterrissage. Eagle fait un alunissage parfait. Le rêve se réalise enfin. 20 juillet 1969, 5 mois avant la fin de la décennie, l'Amérique est sur la Lune. Eagle repart après y avoir passé 21 heures et 36 minutes. Chargé d'échantillons, il se rapproche du véhicule de commande qui l'attend. Les 2 vaisseaux réussissent leur arrimage. Le retour vers la Terre dure 3 jours. « 1970, contrôle au sol. Une explosion sur Apollo 13. Le monde entier retient son souffle, car le vaisseau est déjà en route vers la Lune, avec à son bord les astronautes Lovell, Swigert et Hayes. Chacun cherche des solutions, le module de service ne fonctionne plus. À bord d'Apollo, c'est la mise en place du plan de survie. L'équipage abandonne le module de commande qui est à court d'oxygène. Ils se réfugient dans le minuscule module d'alunissage, un radeau de fortune qui les emmène autour de la Lune et tente de leur faire regagner la Terre tant bien que mal. Le module de service est largué. Un de ses panneaux avait explosé. L'équipage revient à bord du module de commande, mais au moment où il rentre dans l'atmosphère terrestre,
Apollo 13 retombe dans le silence. Les naufragés de l'espace sont de retour sur Terre. Au total, 6 atterrissages sur la Lune ont eu lieu. La dernière mission, Apollo 17, est la première à emmener un scientifique à bord, Jack Schmitt, et se déplace dans une Jeep lunaire. Mais après avoir battu les Soviétiques sur le terrain de la conquête de la Lune, les Américains s'en désintéressent. Les vols pour la Lune sont annulés. En 1975, la fusée Saturn lance la dernière mission Apollo. Au même moment, une fusée soviétique est mise à feu. Les deux vaisseaux opèrent un arrimage en orbite autour de la Terre. Les astronautes rencontrent les cosmonautes, et c'est un nouveau rêve qui s'annonce. Mais cette fois-ci, la conquête spatiale devient une affaire internationale. Les robots explorateurs du ciel, nos envoyés spéciaux du système solaire. Ils partent en reconnaissance là où nous aimerions aller et là où nous n'irons jamais. En route vers Mars, la première destination sur la liste. Envoyée au-delà de l'atmosphère terrestre par une fusée Delta, cette mission américaine en marche vers la planète rouge est une première. Elle transporte un robot. Étape par étape, comme un insecte émergeant de sa chrysalide, cet explorateur planétaire se dépouille de son ogive et de ses propulseurs. Rapidement, il s'envole librement. Au fur et à mesure que la Terre s'éloigne, une aile se déploie. C'est le panneau solaire, la source d'énergie du vaisseau qui permet de transmettre ses signaux à la tour de contrôle. Cette mission s'appelle Mars Surveyor Orbiter. Comme son nom l'indique, elle consiste à se placer sur une orbite martienne et surveiller la planète, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Sur la face cachée de Mars, une rétrofusée vient freiner la vitesse de la sonde Surveyor. Sa mise en orbite est un succès. Mais cette orbite est très allongée, balayant ainsi une grande partie de l'espace. Or, Surveyor a besoin de se placer sur une orbite circulaire. Une solution à ce problème, le panneau solaire. Au point de son orbite le plus proche de Mars, le panneau se transforme en aérofrein dans l'atmosphère supérieure. Car ce n'est qu'avec une orbite circulaire que Surveyor peut effectuer au mieux sa mission de surveillance. Petit à petit, l'aérofrein réussit ce tour de force. L'orbiteur Surveyor a été chargé d'étudier le climat et le relief martien. Un vaisseau frère s'occupera, lui, d'opérer à la surface. Ce programme s'étendra sur 10 ans. Les lancements sont planifiés tous les 26 mois, ce qui veut dire que lorsque nous arriverons sur Mars, il existera déjà un guide de Mars d'après Surveyor. Voyager, les plus célèbres sondes automatiques, les premières missions à nous avoir dévoilé Jupiter. Ces vaisseaux jumeaux, Voyager 1 et Voyager 2, nous ont envoyé des images très alléchantes. Lancées en 1977, les sondes ont vogué vers les planètes géantes gazeuses. Saturne et ses fameux anneaux. Gros plan sur les annelets. Et cette étonnante approche réalisée par Voyager 1.
Saturne a été l'apogée de Voyager 1. Une fois sa mission accomplie, il est sorti du système solaire. Voyager 2 se dirige vers les planètes géantes les plus lointaines. Après un voyage de 5 ans, voici Uranus. Et son petit satellite cabossé, Miranda. Cette animation de Miranda provient des données fournies par Voyager. À une telle distance du Soleil, Voyager compte plus sur l'énergie nucléaire que sur l'énergie solaire. 1989, Neptune, la dernière des géantes. Voyager aura passé plus de 12 ans dans l'espace. Voici une image accélérée du pôle sud de Neptune. Voyager décrit un dernier arc de cercle au-dessus du pôle nord et c'est la fin de sa mission. Un triomphe pour les États-Unis. Voyager 2 se dirige vers l'espace interstellaire. Tout comme son double, Voyager 1, il disparaît à jamais dans le cosmos. Lancée par la navette américaine en 1990, cette sonde automatique a pour objectif le Soleil. Mais sa route passe par Jupiter. Là, grâce à l'assistance gravitationnelle, le vaisseau est catapulté vers le Soleil. Cette mission s'appelle Ulysse. Son but est de survoler directement les pôles solaires. Ulysse y parvient et la recherche avance. « 1989. Une autre sonde automatique est lancée depuis la navette américaine, Galileo. Destination Jupiter. Mais Galileo n'a pas assez de puissance de propulsion. La solution, c'est l'assistance gravitationnelle des planètes, une fois autour de Vénus et 2 fois autour de la Terre. Le tout prend 6 longues années, mais le résultat en vaut la peine. Cette mission, larguer une sonde dans l'atmosphère impitoyable de Jupiter, ne peut être faite que par un robot. Télécommandée depuis la Terre, la sonde se déploie. C'est une véritable descente aux enfers. Plus la sonde s'enfonce, plus l'atmosphère est dense. Et plus l'atmosphère est dense, plus elle est chaude. Et les vents sont terribles. Mais la sonde poursuit ses transmissions. Chaque donnée est envoyée au vaisseau mère qui fait le relais avec la Terre. L'atmosphère de Jupiter est une soupe empoisonnée, si dense qu'au bout d'1 heure, la sonde est désintégrée. Tout en haut, la sonde Galileo se place en orbite. Une ellipse gigantesque, mais calculée avec soin, afin de pouvoir photographier à chaque tour les 4 plus gros satellites de Jupiter. Les passages de Galileo ont rapporté des images spectaculaires. « 4 juillet 1997, l'Amérique célèbre le jour de l'indépendance avec un atterrissage de nuit sur Mars. C'est un robot plein de vie. Le plus courageux des engins va fouler le sol de la planète rouge, Mars Pathfinder. Il se pose sur une ancienne plaine alluviale. La technologie embarquée à son bord nous transmet 16 500 images et plus de 2,5 milliards d'informations. Mais tout d'abord, il y a le dégonflage des coussins protecteurs. Puis, comme une fleur, Pathfinder déploie ses pétales. À l'aube, il utilise l'énergie solaire et reprend contact avec la Terre. Il en a aussi besoin pour travailler. Pathfinder a des caméras stéréo. Une image couleur est produite en passant la lumière d'un objectif à travers 3 filtres. Le processus est répété avec la lumière venant d'un deuxième objectif. Là, il y a 2 images de la même scène. Une fois les 2 images mélangées, on voit une image en 3 dimensions du site d'atterrissage de Pathfinder. Un site qui méritait d'être étudié. Suivons la Jeep de l'espace.
Bien que contrôlée depuis la Terre, la Jeep peut se diriger toute seule. La durée des batteries est telle que la mission dure 4 fois plus longtemps que prévu. Le seul problème qu'elle rencontre vient d'une erreur de conduite, le premier accident de la route martien. Mais parfois, les problèmes sont plus sérieux. La fusée Ariane, avec à son bord 4 robots-sondes, n'atteindra jamais son orbite. Pas plus que ces engins russes. L'échec de cette fusée implique que les sondes ne quitteront jamais l'orbite de la Terre. Elles étaient censées analyser le sol martien et transmettre les résultats à un orbiteur. Les antennes radar qui communiquent avec nos sondes sont une aubaine pour l'exploration de l'espace. Grâce à elles, sans quitter le sol de notre planète, nous cartographions et cataloguons les nouveaux mondes. Les Christophe Colomb des temps modernes ont de la chance.